De Strasbourg et d'ailleurs, les résidents étrangers ont la parole. De Strasbourg et d'ailleurs, actualité, culture, société, sur RBS 91.9. Bonjour Strasbourg, bienvenue à De Strasbourg et d'ailleurs sur RBS 91.9. Du coup, c'est notre émission de rentrée, c'est la première émission de l'année 2018 pour le Conseil des résidents étrangers. Et j'ai le plaisir de la présenter en compagnie de Zek, qui aujourd'hui s'occupera à la fois de la technique et de la présentation. Bonjour Zek. Bonjour Strasbourg, bonjour Eric et bonne année pour 2018. N'oublions pas également de souhaiter une bonne année à nos auditeurs et auditrices. Ah bah oui, c'est vrai. Même si ça fait 2 semaines maintenant qu'on est en 2018, il nous reste jusqu'à la fin du mois pour faire nos vœux. Alors, Strasbourg, tous mes vœux, et puis tous mes vœux ailleurs aussi. Bon, bah dis-moi, de quoi allons-nous parler aujourd'hui, Zek ? Eh ben aujourd'hui, Eric, nous allons surtout laisser la parole à nos invités. Ils vont nous faire voyager avec des contes qui nous viennent des 4 coins du monde. Oui, nous avons invité dans notre studio des conteurs et des conteuses qui vont nous faire découvrir des histoires qui vont nous faire voyager. À Madagascar d'abord, d'où Christian Andrea Mampandri. Bonjour, oui, c'est super, c'est ça. Va nous raconter l'histoire de Farah et la musique. Farah, plus exactement, Farah est le gardien de Mashwal. D'accord. Donc, vous verrez de quoi il s'agit tout à l'heure. Et puis, il y a Jiezong qui va nous ramener en Chine. Oui, bonjour, chers auditeurs, chères auditrices. C'est Jie de l'Association Franchine d'Alsace. Oui, Jie qui était déjà venu nous parler de l'Empire du Milieu. Et va nous parler d'une grenouille qui est devenue empereur. Apparemment, en Chine, les grenouilles ont plus d'avenir que chez nous. En France, elles ne peuvent même pas devenir un bœuf. Effectivement, je sais, en France, vous mangez beaucoup de grenouilles, hein, mais en Chine aussi, en fait. Donc, ça, c'est une crainte pour pour le chinois et aussi pour les Français. D'accord. Et enfin, nous allons rentrer en Alsace avec Catherine Baucher. En Alsace, peut-être pas forcément, on va dire plutôt en Europe, puisque moi je vous présente la gardeuse d'oie, donc qui est un vieux conte bien de chez nous, effectivement, un peu oublié et que j'essaye de réactualiser. Voilà, et si le temps nous le permet, à la fin, nous avons encore 2 surprises en réserve. Donc c'est parti sans transition, nous allons donner la parole à Christian Andrea Mampandri. Merci. Nous vous écoutons, racontez-nous une histoire. Très bien, alors l'histoire, c'est l'histoire de Farah et le gardien de Mashwal. Juste pour situer le contexte, Mashwal, c'est une forêt primaire qui se trouve dans l'est de Madagascar. Madagascar. Une forêt primaire, oui. Donc, il était une fois une petite fille qui s'appelait Farah. Elle avait des yeux noirs pétillants de malice et un chapeau de paille qui ne la quittait jamais. Lorsqu'elle chantait de sa voix douce et claire, elle impressionnait tout son village. Farah vivait dans un petit village de l'est de Madagascar. Ce village s'appelle Mashwal. Il se trouve à quelques kilomètres de la forêt tropicale. Un jour, sur le chemin de l'école, elle entendit une mystérieuse musique venant de la forêt. C'était comme un appel, irrésistible, et comme elle était très curieuse, elle voulait en avoir le cœur net. Le problème est, il paraît que seuls les anciens s'y aventuraient parfois. Mais Farah ne put résister et partit seule dans la forêt malgré les mises en garde. Il faisait très sombre car la végétation était très très dense et la lumière avait du mal à atteindre le sol. Farah a dû faire attention car la flore et la faune sauvage sont parfois dangereuses. Mais ce qu'elle découvrait lui offrait un spectacle impressionnant. Elle marcha longtemps, très très longtemps, émerveillée par tant de beauté. C'est alors qu'elle se rendit compte que la musique s'était tue et qu'elle était perdue au cœur de la forêt. Elle avait faim, elle avait soif. Alors elle cueillit quelques fruits gorgés de jus parfumé et sucré, puis épuisée, elle s'assoupit à l'ombre d'un énorme baobab. Il était tard dans l'après-midi lorsqu'une voix grave la sortit de son sommeil. Elle ouvrit doucement les yeux et devant elle se tenait un vieillard qui portait une longue barbe blanche. « Bonjour, demoiselle. Je m'appelle Ravelo et je suis le gardien de cette forêt. Qui es-tu?
Et que fais-tu seul ici? Mon nom est Farah et je viens du village. J'ai entendu de la musique et je voulais en connaître l'origine. Ah, c'est moi qui jouais tout à l'heure. Et le son que tu as entendu est celui de la valiha. C'est mon instrument de musique en bambou. Je vais t'aider à retrouver ton chemin, mais la nuit va tomber et il ne serait pas prudent de reprendre la route. Reste avec moi jusqu'au lever du jour et je te raccompagnerai au village. D'accord, répondit Farah. On lui a quand même appris qu'il ne fallait pas faire confiance aux étrangers, mais timidement, elle a accepté parce qu'elle avait très peur de marcher seule dans l'obscurité. Sais-tu que tu es au cœur de la forêt de Mashwal? Je crois que oui. Dis, ça veut dire quoi, Mashwal? Ça veut dire l'œil de la forêt. Alors qu'il se dirigeait vers la cabane du vieillard, Farah remarqua, au loin, une ombre glissant parmi les lianes des arbres centenaires. « As-tu remarqué ce petit garçon qui nous suit depuis tout à l'heure avec curiosité? Il fait partie des peuples de la forêt. » Alors il fit signe au garçon de s'approcher. Alors le garçon lui dit « Je m'appelle Kinga et je voulais t'apporter un peu de nourriture. » Merci beaucoup, comme tu es gentil, Kinga, disait Farah. Viens, je vais te présenter à mon peuple. Mais, observant la tenue de petit King, Farah demanda. Mais quel est donc cet instrument qu'il porte autour de la taille? Ravel lui explique que c'est un boomerang en bois, il l'utilise pour attraper du gibier afin de se nourrir. Mais de quoi vivent-ils à part la chasse? Leur culture, leur vie sont entièrement fondées sur le rapport qu'ils ont avec la forêt. C'est elle qui leur fournit le bois pour construire leur maison, qui leur procure les fruits et le miel dont ils sont très friands. Tu sais, Farah, la forêt n'est pas seulement notre maison, elle nous offre aussi tout ce dont nous avons besoin pour vivre. Si la nature disparaissait, l'homme disparaîtrait aussi. Je comprends. Ils continuèrent leur chemin jusqu'à l'orée de la forêt et un groupe de maquis varirous, des lémuriens, vint à leur rencontre. Ce sont des lémuriens devenus très très rares qui se nourrissent exclusivement de fleurs et de fruits, et l'un d'entre eux aperçut Farah et s'adressa à elle. « Je m'appelle Babakutu, le messager du peuple des lémuriens. Nous implorons ta bienveillance, nous sommes chassés par les braconniers alors que nous vivons dans des zones protégées. » Et en gesticulant, en voulant expliquer leur situation, Babakout tomba de son arbre et s'est blessé à la patte. Il a très 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 mal. Aussitôt, l'un de ses compagnons cueillit une feuille très épaisse, il l'incisa pour en sortir un liquide visqueux, une sorte de gel, qu'il appliqua sur la blessure. C'est de l'aloès, une plante très connue pour ses bienfaits thérapeutiques. Tu dois savoir qu'il existe dans cette forêt de nombreuses plantes dotées de vertus médicinales et que chacune a son utilité. Et, au grand étonnement de Farah, Babakout se redressa doucement et fit quelques pas. « Ah te voilà guéri !» Ils recommencèrent donc à cheminer tous les quatre et d'autres peuples de la forêt vinrent raconter à Farah leurs souffrances à cause de la cupidité des hommes qui détruisent peu à peu leur lieu de vie. À la fois émerveillée et médusée par ce qu'elle venait de voir et d'entendre, Farah pensa qu'il faudrait une vie tout entière et peut-être bien plus pour connaître toutes les vertus des plantes et tous les animaux qui peuplaient la forêt de Mashwal. Elle eut honte d'appartenir à l'espèce humaine et se sentit totalement impuissante. Très émue, Farah remercia le peuple qui l'avait si bien accueilli et leur dit qu'elle reviendrait très bientôt, car elle devait maintenant dormir un peu et retrouver les siens. Une longue marche l'attend le lendemain. Au petit matin, elle reprit la route et, arrivée près de l'orée de la forêt, près de son village, Ravel lui dit « Tu n'es plus très loin de chez toi maintenant, suis la direction du soleil et tu retrouveras ton village. » La petite fille marcha. Et
Enfin, elle aperçut sa mère, sa pauvre mère, en pleurs, et Farah s'élança et se jeta dans ses bras. « Ne pleure pas, maman, je suis revenue. »« Oh, ma chère enfant, soupira-t-elle, nous t'avons cherché partout. Nous étions très inquiets. Je suis très contente de te voir, mais je suis très très triste aussi. Tu sais, pendant ton absence, ton père est tombé gravement malade, et même notre grand sorcier ne parvient pas à le guérir. Écoute, maman, lorsque j'étais dans la forêt, j'ai rencontré un personnage qui s'appelle Ravelu. C'est le gardien de la forêt et je suis sûr qu'il peut le guérir car il connaît toutes les plantes. Soigner ton père avec des plantes de la forêt? Mais personne ne te croira, ma pauvre enfant, c'est impossible. Cependant, cette idée lui trotta dans la tête toute la nuit et pourquoi sa petite fille se mettait-elle à raconter des histoires comme ça? Ce n'est pas dans ses habitudes. Plus elle y réfléchissait et plus elle se persuadait que peut-être Farah n'avait pas menti. Et puis, après tout, pourquoi ne pas lui faire confiance? Le lendemain, Farah et sa maman, accompagnés par les notables et le chef de la tribu, allèrent une nouvelle fois consulter le guérisseur. « J'ai épuisé tous mes remèdes et rien ne marche. Farah dit qu'elle peut soigner son père avec les plantes de la forêt. » Oh, les villageois éclatèrent de rire. Mais même si notre grand sorcier n'y arrive pas, ce ne sont pas les plantes qui vont y arriver. Alors, l'heure n'est pas au rire. Et finalement, ils ont fait confiance à Farah, puisque c'était leur dernière chance. Elle courut en direction de la forêt. « Ravelu, j'ai besoin de toi !»« Mais petite Farah, tu n'as plus besoin de mon aide, maintenant tu connais désormais tous les remèdes de la forêt. Souviens-t'en et confiance en toi. » Elle le remercia et se dépêcha de prélever les végétaux dont elle avait besoin. Elle s'enferma dans la maison et prépara son breuvage. Il lui donna à son papa et pendant plusieurs jours, et finalement, son papa allait de mieux en mieux. Et il guérit. « Papa est guéri maintenant et c'est grâce à toi. Comment puis-je te remercier ?» Alors Ravel lui dit, « Vois-tu cet arbre, c'est la mémoire de notre forêt, il te connaît lui aussi. Il t'observait depuis longtemps, et il t'a choisi finalement pour cette mission très délicate, qui est de représenter le peuple de la forêt pour aller porter cette belle parole qu'il faut sauvegarder nos forêts, parce que non seulement elle nous nourrit, elle nous aide à faire notre maison et à pourvoir tous nos besoins, et aussi à nous soigner. Alors il faut parfois savoir écouter nos enfants. Remercions et respectons et préservons la forêt qui nous procure des plantes pour nous soigner. Notre forêt est en grand danger et nous devons absolument en prendre conscience. Nos arbres disparaissent car nos paysans brûlent la terre pour la cultiver et cela l'appauvrit. Une grande partie de nos bois sont également abattus et vendus à des acheteurs étrangers. Les animaux en souffrent et disparaissent peu à peu car ils ne peuvent plus se nourrir et certaines espèces finissent par disparaître. Je demande donc à tous de prendre soin chaque jour de son environnement. Cela peut être un petit geste, c'est peut-être une goutte d'eau dans l'océan, mais si chacun se mobilise, parents, amis, voisins, alors nous parviendrons à préserver notre véritable richesse. Alors tout le monde applaudit, mais la route est encore très très longue pour changer les mentalités. Voilà le combat de Farah, et finalement, c'est le combat de tout le monde, puisque c'est un sujet d'actualité finalement, de préserver cette forêt qui disparaît, qui est le poumon de la terre. Voilà. Et la route est encore longue avant qu'on arrive à le faire. On espère qu'on va se mettre à sprinter un grand coup pour préserver notre environnement. Merci en tout cas, merci, très passionnant. Oui. Et du coup, après cette splendide histoire, nous allons faire une courte pause musicale et nous allons vous proposer d'écouter une des plus belles bandes originales de films que je connaisse, qui est jouée et composée par Ryuichi Sakamoto et chantée par David Bowie. C'est Forbidden Colors. De Strasbourg et d'ailleurs, les résidents étrangers ont la parole. De Strasbourg et d'ailleurs, actualité, culture, société, sur RBS 91.9. Bonjour, vous êtes encore et toujours avec le Conseil des résidents étrangers
à l'écoute de notre émission de Strasbourg et d'ailleurs sur RBS 91.9. Cette semaine, nous écoutons des contes du monde et tout de suite après les terres malgaches, nous allons franchir la Grande Muraille. Tout à fait, Zek. C'est Jiezong, voilà, que nous avons déjà invité au micro, qui va nous conter une étrange histoire de batracien en pleine progression sociale. Oui. Maintenant, je vais ramener notre auditrice au continent d'Asie. Je vais raconter une conte chinoise. Il s'appelle La grenouille qui devient empereur. En fait, c'est une conte de minorité de Zhuang. Parce qu'en Chine, nous avons 56 minorités. Ça, c'est un de 56 minorités. Tout à fait. Il était une fois un couple très pauvre. Un enfant va leur naître lorsque le mari se voit obligé d'aller chercher leur subsistance au loin. Avant de partir, il embrasse longuement sa femme et la regarde tendrement. Il lui remet ses dernières pièces d'argent, puis dit « Quand l'enfant sera là, fais tout ce que tu peux pour l'élever. Nous sommes si pauvres que nous sommes inutiles. Mais notre enfant pourra nous aider à vivre. » 3 mois après le départ de Marie, la femme ne met au monde ni une fille, ni un garçon, mais une grenouille. Désespérée, la pauvre mère pleure tristement. Un animal, se dit-elle. Non seulement il ne pourra pas m'aider à vivre quand il sera grand, mais moi, sa mère, j'aurai honte. Elle pense d'abord à s'en débarrasser, mais le cœur lui manque. Elle voulait l'élever, mais craint les voisins. Comme elle réfléchit, elle se souvient des paroles de son mari, et elle décide de ne pas tuer l'enfant, mais de la cracher sous son lit. 2 mois plus tard, l'enfant grenouille est si grand qu'il ne tient plus sous la couche. Et voilà qu'un jour, il commence à parler. « Maman, dit-il, mon père revient aujourd'hui. Je vais l'attendre sous la route. » Et le mari rentre ce soir-là. « As-tu vu ton fils? »« Mon fils? Où est-il? » ?»« Il t'attend au bord de la route. Ne l'as-tu pas vu? »« Non, je n'ai vu personne. Je n'ai vu qu'une affreuse grenouille qui m'a fait une peur horrible. »« Cette grenouille est ton fils. » La nouvelle affecte profondément le mari. Pourquoi lui dit d'aller m'attendre? Je ne lui ai rien dit. C'est lui qui m'a appris que tu revenais ce soir et il est parti t'attendre. C'est vraiment extraordinaire. Personne ne sait que je reviendrai. D'où le sait-il? Peut-être n'est-ce pas une grenouille ordinaire? Tout réjoui, il dit, fais-le vite rentrer. Il pourra prendre foi. Au moment où la mère ouvre la porte, la grenouille est là et va vers le père qui demande « Est-ce toi que je rencontre sous la route? »« Oui, je vous ai attendu, père. Mais comment tu sais que je reviendrai ce soir? »« Je sais tout ce qui s'est passé sous les cieux. » Ces paroles prolongèrent le père et la mère dans la stupeur. Ils vont encore plus être étonnés quand la grenouille ajoute « Un grand danger menace le pays. Nous ne pourrons pas résister aux envahisseurs. Je vous en prie, père, menez-moi chez l'empereur, je sauverai le pays. » « Comment cela? » conteste le père. « Premièrement, tu n'as pas de chevaux. Deuxièmement, tu n'as pas d'armes. Et troisièmement, tu n'as jamais été sur un champ de bataille. Comment peux-tu parler de combattre? » « Tout ce que je demande, insiste-t-elle, c'est d'être mené chez l'empereur. Ne craignez rien, je vaincrai. » Ne pouvant la dissuader, le père les mène à la capitale. Ils y arrivent 2 jours après et voient l'appel impérial. « Ma capitale est menacée. Mon pays a été envahi. Je donnerai ma fille en mariage à l'homme
qui repousserait l'ennemi. La grenouille tend la patte, arrache l'affiche impériale, signifiant par là qu'elle y reprend à l'appel. Le soldat de garde s'étonne. Il n'imagine pas une grenouille ayant tant de courage. Toutefois, il amène la grenouille au palais. L'empereur demande à la grenouille si elle a le moyen et la possibilité de vaincre l'ennemi. Oui, l'empereur. L'empereur lui demande de combien d'hommes et combien de chevaux elle vous disposez. Pas une seule, dit-elle. Des charbons ardents me suffiront. L'empereur donne l'ordre d'en apporter. Les flammes montent et la chaleur est intense. La grenouille s'installe devant la brasière et commence à avaler les flammes pendant 3 jours et 3 nuits. Elle en mange tant que son ventre devient très gros et très rond. L'ennemi approche et la vie se trouve en danger. L'empereur est anxieux. Mais la grenouille ne montre aucune nervosité. Elle continue tranquillement à avaler feu et flammes. Ce n'est que 3 jours plus tard qu'elle va sous la muraille pour juger de la situation. Il y a un immense nombre de soldats et de chevaux d'ennemis entourant la ville. « Grenouille, comment vas-tu repousser l'ennemi ?» demande l'empereur. « Dites à vos soldats de saisir le tir, » répond la grenouille. « Puis, faites ouvrir les portes de la ville. » L'empereur, terrifié, devient tout blanc. « Que dis-tu? L'ennemi est sous nos murs et tu veux ouvrir les portes? Comment oses-tu plaisanter? » « Votre Majesté m'a demandé de chasser l'ennemi, » dit la grenouille. « Qu'elle fasse donc ce que je demande. » L'empereur ne pouvait qu'accepter. Il ordonne aux soldats de regagner flèches et arcs. Puis il fait ouvrir les portes. Les portes à peine entr'ouvertes. Les envahisseurs se rouaient dans la ville. La grenouille monte en haut de la muraille et crache tranquillement le feu qu'elle a avalé et extermine plein d'hommes et de chevaux. Les autres fuient en déroute. L'empereur est tout à la joie. Il promue la grenouille au rang de général et donne de fêter la victoire pendant plusieurs jours. Mais il ne parle pas de la princesse. Il n'a pas l'intention de la donner en mariage à une grenouille. L'empereur a décidé finalement que le mariage se ferait par le jet de la balle. Le jet de la balle! La nouvelle court dans tout le pays et les jeunes hommes viennent de partout pour tenter leur chance. Le grand jour est arrivé. La grenouille approche de la foule sans être remarquée. Sous un pavillon, l'empereur est avec la princesse, accompagnée de ses suivants habillés en robe aux couleurs vives. Le moment arrive. La princesse lance la balle dans l'air. Elle flotte doucement. Toute le monde se tente pour attraper la balle. Mais la grenouille commence à aspirer de son souffle puissant et la balle, prise comme dans un tourbillon, va droit à la grenouille. Maintenant, la princesse doit épouser la grenouille. Mais l'empereur n'est toujours pas d'accord en disant que la balle ne devait pas être attrapée par une main humaine. Un animal n'en a pas le droit. Il dit à la princesse de lancer une nouvelle balle. Cette fois, un grand jeune homme costaud l'attrape. « Le voici !» l'empereur s'écrie tout heureux. « Voici celui qui sera mon empereur gendre. » Mais devinez-vous qui est cet élégant jeune homme? Évidemment, la grenouille qui a pris apparence humaine. Après le mariage, le jeune homme redevient une grenouille le jour, mais il s'enlève sa peau de grenouille la nuit et se transforme en un superbe jeune homme. La princesse ne peut garder longtemps son secret et dit la vérité à son père, l'empereur. Il est très étonné, mais heureux. « J'ai appris, dit l'empereur, que vous vous transformez la nuit en un jeune homme. Pourquoi donc porter cette horrible peau pendant le jour? »« Oh, empereur, répond la grenouille,
Cette peau de grenouille est une valeur inestimable. En hiver, il me tient chaud. En été, il me donne la fraîcheur. Elle me protège du vent et de la pluie. Tant que je le porterai, je suis assuré de vivre de milliers d'années. Permettez que je essaye? Demande l'empereur. Bien volontiers. La grenouille enlève rapidement sa peau de grenouille. L'empereur devient tout excité. Il enlève sa robe bordée de dragon et enfuit la peau de grenouille. Mais quand l'empereur veut nouveau enlever la peau, il lui est impossible l'enlever. Le jeune homme met la robe impériale, devient empereur, et son beau-père devient une grenouille pour toute sa vie. Voilà, c'est le conte de grenouille qui devient l'empereur. Il a mérité, hein. Ah oui. Non seulement la grenouille est devenue empereur, mais l'empereur est devenu grenouille. Tout à fait. Ils ont échangé leur identité. Effectivement. Donc, et après avoir foulé les terres de l'Empire du Milieu, une nouvelle pause musicale avec une reprise de Ramin Djawadi, c'est bien ça, Oui. qui nous joue au piano The House of the Rising Sun. De Strasbourg et d'ailleurs, les résidents étrangers ont la parole. De Strasbourg et d'ailleurs, actualité, culture, société, sur RBS 91.9. De retour sur De Strasbourg et d'ailleurs, l'émission du Conseil des résidents étrangers de Strasbourg sur RBS 91.9. Après avoir côtoyé 2 pays, 2 mondes bordant l'océan Indien, d'un bond et d'un seul, nous voilà revenus en Europe. Et oui, c'est en Alsace, Europe. en Europe plutôt, que se passe cette dernière histoire racontée par Catherine Baucher. On vous écoute. La gardeuse d'oie. Il était une fois une reine qui avait une très jolie fille. Cette fille fut fiancée au prince d'un royaume lointain. Le moment arriva où elle atteint l'âge de se marier et de rejoindre son prince pour l'épouser. Le jour du départ, la reine, qui chérissait son enfant de tout son cœur, remplit une malle pour la dot royale, de toutes sortes de vaisselles précieuses, de parures, d'or et d'argent, de bijoux et de coupes. La princesse reçut un cheval qui s'appelait Falada, un cheval qui savait parler. Elle reçut aussi une servante qui devait l'accompagner et la remettre entre les mains de son fiancé et qui, elle, voyagerait sur une mule. Quand arriva le moment des adieux, la reine monta dans sa chambre, se coupa le doigt et sur un mouchoir laissa tomber 3 gouttes de sang. Elle le donna à sa fille en lui recommandant « Garde bien ce mouchoir, tu pourrais en avoir besoin sur la route. » La princesse plaça le présent magique de sa mère dans son corsage et elles se firent tristement leurs adieux. Après avoir chevauché 1 heure, par une grande chaleur, la princesse ressentit une grande soif. Elle demande à sa servante de lui puiser de l'eau dans le ruisseau qu'elle traversait. La servante lui répondit avec beaucoup d'arrogance « Si vous avez soif, descendez vous-même. Mettez-vous au bord du ruisseau, buvez. Je ne veux plus être votre servante. » La princesse, qui était humble, se pencha au bord de l'eau et soupira. « Ah, ma bonne mère !» Et les 3 gouttes de sang répondirent « Si ta mère savait cela, son cœur se briserait en éclats. » Et tandis qu'elle buvait en se penchant, le mouchoir avec les 3 gouttes de sang tomba de son corsage et sans qu'elle s'en aperçût, s'en alla au fil de l'eau. La servante avait tout vu, et tout à la joie de tenir la princesse en son pouvoir, elle lui ordonna d'échanger leurs vêtements. La princesse enleva sa parure royale et porta les hardes de sa servante. Enfin, cette dernière dit « Falada est pour moi, dorénavant tu voyages sur la mule. » Il fallut que la princesse se soumette, car la servante menaçait de la tuer. Enfin, elle fit le serment de ne rien dire à personne à la cour du roi. Mais le bon Falada avait tout vu, tout entendu, et se promit de ne rien oublier. La servante sur Falada, la fiancée sur la mule, elles continuèrent ainsi jusqu'au château royal. Lorsqu'elles arrivèrent au château, il y eut une grande liesse. Le prince se précipita à leur rencontre, fit descendre la servante de cheval et la prit pour sa future épouse. Il lui donna la main pour monter l'escalier, tandis que la vraie princesse restait en bas. Le roi,
qui était à sa fenêtre, la vit s'arrêter dans la cour. Elle était très belle, il le remarqua, délicate et gracieuse, et demanda à la fiancée qui était celle qui l'accompagnait. « C'est ma servante. Donnez-lui de l'ouvrage, elle ne doit pas rester oisive. » Le roi réfléchit et, ne sachant que faire, lui dit « Elle ira aider le petit Conrad, qui garde les oies. » Après cela, la fausse fiancée demanda au prince de faire appeler l'équarrisseur, afin qu'il coupât la tête de Falada. Tout cela pour que Falada ne révèle pas l'usurpatrice. En tout cas, ne la dénonce pas. La princesse, ayant appris la triste fin du pauvre malheureux, promit à l'équarrisseur de lui payer une pièce d'argent s'il voulait bien clouer la tête du cheval sous la porte sombre où elle devait passer matin et soir avec ses oies, afin qu'elle pût le voir encore et encore et encore. L'équarrisseur promit, coupa la tête de Falada et la cloua solidement sous la porte sombre. Et lorsqu'elle passa sous la porte avec ses oies et le petit Conrad, elle dit « Ô Falada, comme tu es clouée là !» Et la tête du cheval répondit « Ô jeune reine, comme tu vas là, si ta mère savait cela, son cœur se briserait en éclats. » Et elle sortait de la ville en silence. Conrad et elle menèrent les oies paître dans la campagne. Quand ils furent arrivés auprès, elle s'assit, dénoua ses cheveux pour les peigner. Ils étaient d'or pur, et le petit Conrad qui les vit eut envie de lui en prendre quelques-uns. Alors elle dit « Souffle, souffle, ventelé, ôte à Conrad son bonnet, et fais-le courir après, le temps que je peigne mes nattes et que je remette ma coiffe. » Et un vent violent soulève et emporte le bonnet du petit Conrad. Le temps que celui-ci le rattrape à travers les champs, elle avait fini de se peigner et de se recoiffer. Il ne put lui prendre aucun cheveu. Fâché, il ne lui parla plus. Ils gardèrent ainsi les oies jusqu'au soir et rentrèrent à la maison. Au château, le petit Conrad alla trouver le roi et s'en plaint. « Je ne veux plus garder les oies avec cette fille. »« Mais pourquoi ?» demande le roi. « Le matin, quand nous passons avec le troupeau sous la porte sombre, il y a une tête de cheval clouée sur le mur, à qui elle dit « Oh Falada, comme tu es clouée là !» Et la tête lui répond « Ô jeune reine, comme tu es là, si ta mère savait cela, son cœur se briserait en éclats. » Et le petit Conrad raconte tout ce qui s'est passé dans le pré et comment il avait dû courir après son bonnet. Le roi lui ordonna de mener encore paître les oies le lendemain et lui-même, le matin venu, se posta près de la porte sombre et entendit la gardienne parler avec la tête de Falada. Puis il les suivit dans la campagne, il se cacha dans un buisson. Il vit la gardeuse d'oies défaire ses cheveux qui brillaient dans un grand éclat. Et il entendit « Souffle, souffle, ventelet, ôte à Conrad son bonnet, et fais-le courir après le temps que je peigne mes nattes et que je remette ma coiffe. » Il sentit le vent, vit le bonnet s'envoler. Ce dernier courut longtemps après. La jeune fille, pendant ce temps, se coiffe tranquillement. Le soir, quand la gardeuse d'oies fut au logis, il la prit à part. Il lui demanda pourquoi elle se conduisait de la sorte. « Je n'ai pas le droit de vous le dire, j'en ai fait le serment face au ciel, autrement j'aurais dû mourir. » Il insista en vain. « Eh bien, dit le roi, si tu ne veux pas me parler à moi, confie-toi à ce poêle. » Et il s'en alla. La jeune fille se glissa dans le poêle et en larmes, elle confia sa peine. « Me voilà abandonnée de tout le monde, et pourtant je suis fille de roi, une servante perfide, m'a volé mes habits royaux. Et elle a pris ma place auprès de mon fiancé, tandis que je dois garder des oies. Si ma mère savait cela, son cœur se briserait en éclats. » Le roi, qui se tenait à l'extrémité du tuyau, entendit tout ce qu'elle venait de dire. Alors il lui fit donner des habits royaux, puis il appela son fils et lui révéla que celle qu'il prenait pour sa fiancée était en fait une servante. La vraie princesse était là, sous ses yeux, belle comme le jour. L'ancienne gardeuse d'oies. Le prince se réjouit en voyant sa beauté et sa vertu. On ordonna un grand festin auquel fut conviée toute la cour. Le fiancé était assis au bout de la table avec la princesse d'un côté et la servante qui n'avait pas reconnu sa maîtresse.
Quand ils eurent mangé et bu, et se sentant plein d'entrain, le roi demanda à la servante, l'usurpatrice, quelle punition méritait celle qui trompait son maître se faisant passer pour une autre. La fausse fiancée répondit « Elle ne mérite rien de mieux que d'être mise toute nue dans un tonneau, garni de clous pointus, attelée par 2 chevaux blancs qui la traîneront de rue en rue jusqu'à ce que mort s'en suive. » Dit le roi, tu viens de prononcer ta propre sentence, et il t'adviendra ce que tu as dit. Ainsi le jeune roi put épouser sa vraie fiancée, et tous deux gouvernèrent leur royaume dans la paix et la félicité. Ils eurent beaucoup d'enfants, évidemment. Eh oui. Wow. Merci beaucoup. Un peu sévère la servante, je trouve quand même à la fin. Là. Oui et non. En fait, ce conte est très important. Moi, je m'occupe d'enfants toute l'année et il est très très intéressant, comme disait Gier hors antenne. C'est vraiment un conte qui aide les enfants à grandir et à se construire. Ce conte, c'est sur l'autonomie et la façon de se positionner, de prendre sa place dans la famille et dans la société. Donc, lorsque la servante dit et subit la sentence, pour l'enfant qui écoute, ça le réconforte. D'accord. Il faut que ce soit, même si ça paraît cruel. D'ailleurs, les contes sont souvent sont cruels. souvent cruels, et c'est ça qui me fascine un petit peu, parce que quand on dit conte pour enfants, c'est souvent des histoires horribles. Je pense que c'est fait exprès pour vraiment marquer la chose. Enfin, je sais pas, le petit chaperon rouge, enfin, tous ces. Oui, apparemment. Oui, mais apparemment, les frères Grimm, ils ont transformé la fin de l'histoire du petit chaperon rouge. Hein. Normalement, le petit chaperon rouge, dans le conte traditionnel, il meurt à la fin quand le loup la mange, quoi. Effectivement. Ah oui, Il n'y a pas de bouffon, il n'y a pas de chasseur, il n'y a rien du tout à la fin. Mais moi, la question que je me pose, c'est que est-ce qu'à l'époque, est-ce qu'on pensait que c'était cruel, en fait, ce genre de choses ou pas? Donc, ou alors, est-ce que c'est aujourd'hui que ça choque les gens? Je pense que c'est aujourd'hui que je ça pense aussi, choque hein. les gens, mais je pense que là, Jade, tout à l'heure, l'histoire de Gier, on voit qu'il y a aussi une usurpation d'identité. Ils échangent leurs costumes, ils échangent leur statut. Échanger son statut de servante à reine, c'est grave à l'époque. C'est très grave et il n'y a rien d'assez cruel pour remédier, enfin pour que l'ordre des choses revienne. C'est clair. Voilà. C'est clair, parce qu'en fait, pour moi, j'ai posé cette question parce que je suis en train de comparer, on va dire, les dessins animés de l'époque à aujourd'hui. C'est clair que les gosses d'aujourd'hui, lorsqu'ils regardent des mangas des années 90, c'est pas pareil. Ils sont choqués. Alors que nous, non. Oui, je me rappelle de Ken le survivant, question douceur et tendresse, Voilà. c'était pas trop ça, quoi. C'est clair. Ouais. Et sinon, à propos de l'histoire de Farah, c'est ça? Farah. Est-ce qu'il y a une morale dans cette histoire? C'est un message. Enfin, je sais pas si on peut parler de morale. Le message, c'est uniquement notre richesse se trouve sous nos pieds. C'est vrai. Nous sommes en train de la saccager, que ce soit à Madagascar ou ailleurs. La forêt d'Amazonie qui est en train d'être complètement saccagée. Toute cette pratique, je dirais, d'agriculture moderne, la monoculture, quand on coupe des hectares et des hectares d'arbres qui font vivre la région, pour y planter que du maïs sur des milliers d'hectares, non seulement ça appauvrit la terre, mais c'est aussi tout le cycle de l'eau, tout ce qui régule le climat finalement, tout le poumon de la terre, puisque tout ce qui est végétaux verts participe à l'élimination de ce qu'on appelle le dioxyde de carbone et participe à la production de dioxygène. Donc ça participe vraiment à la vie de toute l'humanité finalement. On dit souvent, si les arbres n'existaient plus, au final les hommes disparaîtront. C'est tout aussi simple que ça. Et c'est tout aussi un message sur le fait d'éliminer toutes ces maillons de la chaîne alimentaire. On détruit l'habitat de beaucoup d'animaux. Et nous sommes des êtres, on dépend beaucoup des autres. Effectivement. On est au top de la chaîne alimentaire, mais on dépend beaucoup de ce qu'il y a en dessous. Donc s'il y a une chaîne ou un maillon ou 2 maillons disparaissent, tôt ou tard, on va payer l'addition. C'est le reste, on va payer l'addition.
Donc c'est un petit peu le discours avec les abeilles. S'ils disparaissent à cause de tous ces traitements phytosanitaires, etc., il y aura plus de pollinisateurs. Il y a tout un pan de la biodiversité qui va disparaître. Donc c'est dans tout ça. Ce conte s'insère vraiment dans cette problématique et qui est très très important et qui est d'actualité de toute façon. C'est marrant parce que ce truc-là, ça me fait penser, mais vraiment un truc, une histoire réelle dont j'ai entendu parler. J'avais habité pendant un temps près de sur la côte atlantique, près de Saint-Nazaire. Et au nord de Saint-Nazaire, il y a un marais qui s'appelle les marais de la Brière. Et là où j'habitais, j'avais un voisin, quelqu'un d'un certain âge, on va dire la soixantaine, qui m'a raconté cette histoire de quand il était jeune. Quand il était jeune homme, à l'époque, il voulait augmenter l'activité touristique dans les environs pour inciter les gens à aller à la plage. Mais comme à cause du marais, il y avait plein de moustiques qui attaquaient les touristes systématiquement, ils ont décidé de balancer des insecticides et des tonnes et des tonnes d'insecticides pour tuer les moustiques. Ils sont arrivés à tuer les moustiques, enfin la plupart des moustiques, il y a toujours des résistants. Mais en même temps, ils ont détruit toutes les grenouilles qui se nourrissaient des larves de moustiques et des moustiques et de ces choses-là. Et 1 ou 2 ans après, les moustiques résistants, ils ont pondu suffisamment d'œufs pour envahir toute la région. Donc plus de grenouilles? Il y avait plus de grenouilles pour les manger. Ils sont tous devenus empereurs, en fait. Voilà, c'était à peu près ça. Ils sont tous devenus empereurs. Et il y avait tellement de moustiques que même les gens de la région, ils arrivaient plus à vivre, ils avaient du mal à vivre dans le coin. Il a fallu attendre presque 20, voire même 25 ans avant que la population de grenouilles ne puisse se reconstruire. Parce qu'à un moment, ils avaient tué un maillon de la chaîne. Voilà. On peut peut-être faire un compte là-dessus d'ailleurs, tiens. Justement, j'allais dire ça. On peut en faire un compte. Écoutez, en tout cas, merci à vous. Un dernier mot à ajouter pour la fin, Christian? En fait, c'est un conte qui a été créé c'est un conte qui date de 2011. Il a été créé en 2011 par un grand artiste malgache qui s'appelle Justin Valli et sa femme, qui va d'ailleurs venir à Strasbourg le 27 janvier jouer chez nous. À cette fête, on organise une fête pour commémorer le nouvel an malgache. 27 janvier. 27 janvier à Lingolsheim. Foyer Saint-Joseph à 19h. Et cet artiste va venir, et c'est lui et sa femme qui a créé ce conte pour un but vraiment pédagogique, on va dire, parce que le but ultime, c'est de pouvoir faire une tournée, parce qu'il y a un conte musical, ce conte-là, le spectacle est en place, une tournée pour pouvoir financer une action pédagogique à Madagascar pour sensibiliser les jeunes. D'accord. Voilà. Merci à vous. Catherine, dernier mot? Eh bien, ma foi, c'est un conte très ancien, comme les Grimm, les frères Grimm ont su récolter des contes à l'oral qu'ils ont mis par écrit pour notre plus grand plaisir, sans les édulcorer et ils ont une utilité pédagogique forte que je trouve on n'exploite pas assez auprès des enfants en général, que ce soit les écoles, les accueils de loisirs ou les bibliothèques. D'accord. Et bien du coup, notre émission touche à sa fin. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, pour l'émission de Strasbourg et d'ailleurs. Et tout de suite, nous laissons place à nos amis d'Afrique Hebdo. Au revoir. Au revoir. Au revoir. De Strasbourg et d'ailleurs, les résidents étrangers ont la parole. De Strasbourg et d'ailleurs, actualité, culture, société, sur RBS.